Merci. Bonsoir, merci pour votre accueil et désolé de ce retard dont je ne suis absolument pas responsable. C'est le TGV, c'est la SNCF qui a eu un petit problème et donc moi je l'ai subi. Peut-on critiquer Israël? Donc déjà les premières questions, les premières difficultés qui s'offrent à nous ont été évoquées. Mais bon, on comprend vite qu'il n'est pas possible de répondre de façon tranchée par oui ou par non. On ne peut pas dire non, il n'est pas possible de critiquer Israël. La preuve, c'est que nous sommes là et que nous ne risquons pas d'être arrêtés à la sortie ou d'avoir de graves ennuis. Il ne reste pas moins que critiquer Israël expose à des difficultés, à des chocs en retour, comme il n'en existe aucun ailleurs. Par exemple, enfin, on peut critiquer à peu près n'importe quel pays, n'importe quelle politique dans le monde, sans soulever la moindre difficulté, sans encourir le risque de se voir traité de tous les noms, enfin de noms, en tout cas de se voir affublé d'étiquettes infâmes. Ça n'est pas le cas pour Israël, et je reviendrai sur peut-être quelques-unes des raisons que l'on peut invoquer, non pas pour les justifier, mais pour les analyser, pour les comprendre. On peut appeler en France à faire la guerre en Libye, c'est l'un des thèmes du petit bouquin auquel il était fait allusion à l'instant, à faire la guerre au Darfour, à faire la guerre à la Corée du Nord, à boycotter le Mexique, à boycotter la Russie, la Chine, les Jeux Olympiques ou telle manifestation. Donc on a, et c'est heureux ça, le droit de dire un certain nombre de choses, y compris des inepties, au demeurant. Le droit à l'ineptie, le droit à la bêtise, à l'erreur, sont des libertés fondamentales. Sans elles, il n'y a plus de liberté d'expression. Donc il est très important de les conserver, de les protéger, même si ça peut paraître un petit peu paradoxal, mais c'est absolument fondamental. En revanche, critiquer la politique israélienne est toujours accompagné d'une double réaction. La première, c'est naturellement, il est tout à fait licite et tout à fait légitime de critiquer Israël. D'ailleurs, les Israéliens s'en chargent eux-mêmes. Quant à vous, vous feriez mieux de vous occuper d'autre chose parce que vos critiques sont infondées ou suspectes d'être autre chose qu'elles-mêmes, c'est-à-dire autre chose qu'une critique de la politique israélienne, mais bien au-delà d'être une mise en cause de la légitimité d'Israël. D'ailleurs, ce thème de la mise en cause de la légitimité d'Israël est tout à fait récent. Je crois qu'on peut le dater en gros de la seconde intifada, donc du début des années 2000, où l'on a vu dans le discours politique israélien apparaître ces deux notions parallèles et concomitantes. D'un côté, il n'y a pas de partenaire, de l'autre côté, on cherche à saper la légitimité d'Israël, voire la légitimité juive d'Israël, ce qui a été une étape supplémentaire, puisque, enfin, je le signale au passage en m'écartant un petit peu du fil de mon laïus, mais en réclamant que soit reconnu le caractère juif et la légitimité juive d'Israël, que soit reconnu par les adversaires, par l'ennemi palestinien ou le concurrent, on demande aux Palestiniens de devenir sionistes, d'une certaine manière, ce qui est tout de même un paradoxe dont d'ailleurs je pense tout le monde est bien conscient, enfin tout le monde, les gens qui ont à s'occuper de ces affaires sont bien conscients, et je suis convaincu que cette affirmation, que cette réquisition est tout à fait délibérée pour maintenir le statu quo, pour n'avoir personne avec qui discuter. De toute façon, l'autre, comme je le disais, l'autre affirmation sur laquelle on n'a pas de partenaire, il n'y a pas de partenaire pour la paix, est énoncée en permanence aux côtés de celle-ci. Et face à ce statu quo, la critique qui est adressée à la politique israélienne, la partie israélienne dans le conflit israélo-palestinien étant la partie forte, la partie dominante, la partie, disons, des vainqueurs, ceux qui occupent par rapport à ceux qui sont occupés, il revient évidemment à cette partie de prendre des initiatives si, en tout cas, le désir de faire la paix est vraiment là. C'est rarement au vainqueur, enfin le vainqueur, il est obligé, le vaincu, pardon, ce qui est bien le cas des Palestiniens, en tout cas pour l'instant,
le vaincu est bien obligé de s'en remettre aux initiatives, en tout cas sur le plan politique, aux initiatives du vainqueur. C'est la règle dans tout conflit et elle s'applique à celui-ci comme à d'autres, non pas parce que ce serait une sorte d'impératif moral, mais parce que c'est un impératif tout simplement pratique. Quand on n'a pas les moyens de prendre l'initiative, eh bien, on attend que celui ou celle qui a les moyens de le faire s'y livre. Ça n'est pas le cas là, parce qu'Israël a évidemment un intérêt majeur au statu quo. Le statu quo qui n'est d'ailleurs pas un statu quo statique, comme chacun le sait ici, mais un statu quo dynamique, d'une dynamique perverse, d'une dynamique qui ronge les territoires palestiniens, qui ronge le moral des Palestiniens, c'est-à-dire une dynamique d'occupation sans cesse en expansion, où jour après jour, des terres sont saisies, des endroits sont gelés, de nouvelles parcelles du territoire palestinien résiduel passent sous l'autorité israélienne, et donc ce statu quo est en fait un processus d'expansion continue de la colonisation. Donc on comprend qu'Israël est un terrain à cela, puisque après tout, le mot d'ordre israélien depuis le début, c'est plus de terres avec moins d'arabes, enfin en proportion en tout cas. On gagne plus de terres, on essaye de les vider de leur population autochtone. Eh bien, ce processus se continue avec l'idée que peu à peu, l'épuisement de la population palestinienne finira par produire ses résultats, à savoir que de plus en plus de Palestiniens quitteront leur pays pour aller qui en Jordanie, qui dans les Émirats, qui en Europe ou en Amérique du Nord. Bref, en tout cas, ne seront plus là pour embêter les Israéliens, ou du moins les Juifs israéliens qui s'installent là. Donc ça, c'est le cœur de la politique israélienne. Mais comme celui-ci est enrobé, si j'ose dire, d'un glacis, d'un vernis démocratique, il s'agit surtout de ne pas dire que le roi est nu, de ne pas dévoiler d'une certaine manière publiquement ce que tout le monde sait, mais qu'il n'est pas toujours facile d'accepter ou de décrire, à savoir que Israël, pays démocratique pour les Juifs, maintient sa botte sur la nuque de 3,5 millions de Palestiniens en Cisjordanie, plus étouffe 1,5 million de Palestiniens à Gaza, et que, à ce titre, l'étiquette démocratique risque d'être quand même interrogée. Et pour ma part, je ne rate jamais une occasion. Je sais qu'ici, je ne provoquerai pas de vague en disant cela, en tout cas probablement, mais dans d'autres cercles ou dans les médias, c'est plus problématique, mais je pense qu'il est nécessaire de le dire, de le répéter, de le marteler. Non, Israël ne peut pas se réclamer à juste titre de l'étiquette démocratique, parce que quand on écrase une population entière, une population pratiquement aussi nombreuse que sa propre population, ce titre n'est pas un dû. Ce n'est pas parce qu'il y a des élections régulières en Israël et qu'il y a une liberté relative de la presse, je dis bien relative, enfin, il y a une très grande liberté de critique politique, mais une liberté sous contrôle pour toutes les affaires militaires. La censure est une action quotidienne. Donc quand on vante les mérites de la presse israélienne, ça n'est pas tout à fait sans raison. Quand il y a un journal comme Haaretz, par exemple, dont je suis un lecteur pratiquement quotidien, on peut être fier parce que c'est un journal qui mène une action politique, et je dirais presque éthique, tout à fait exemplaire, en tout cas dans une partie de ces colonnes, mais ça n'est pas pour autant, ce n'est pas par l'existence d'un journal qu'on peut sauver l'esprit démocratique de tout un pays. Et d'ailleurs, on voit sans cesse des ministres israéliens répéter avec plus fréquemment, et de façon plus ample, c'est-à-dire de plus en plus de ministres et de personnalités politiques importantes de la scène israélienne, convenir que s'il faut choisir entre juifs et démocratique, on va prendre juif et on va laisser démocratique. L'esprit démocratique est en train de s'évaporer en Israël. Il a existé, il existe encore, il ne faut pas le contester. Ce sont des forces avec lesquelles, au contraire, il faut tenter de s'allier pour quand même cette cause juste qui est celle des droits des Palestiniens. Il y a en Israël des gens qui s'y intéressent, des gens qui y sont sensibles, qui veulent la faire
progresser cette cause, et donc il ne faut pas les négliger, bien au contraire. D'ailleurs, au passage, je dirais que l'une des critiques principales que l'on peut faire au mouvement palestinien en général, au mouvement politique palestinien, et d'ailleurs même au mouvement combattant palestinien, c'est de ne pas s'être intéressé suffisamment à leurs liens avec une gauche israélienne ou avec une partie de la société israélienne, qui n'est d'ailleurs pas seulement à gauche, qui est très minoritaire, mais qui existe dans différents secteurs de la société, de ne pas être associé à ces différents secteurs pour mettre en difficulté l'occupation et les gouvernements israéliens successifs qui n'ont cessé d'accroître cette occupation. Mais je ferme cette parenthèse pour revenir à ce qui, je crois, est le cœur de notre réflexion, de l'enjeu qui nous rassemble ici, à savoir le droit de critique d'Israël. Au fond, on peut dire qu'Israël a tort d'occuper les territoires palestiniens. On s'exposera à des retours de quelques énervés qui disent on n'occupe pas du tout, c'est les Arabes qui occupent la Cisjordanie, nous on est les propriétaires légitimes, on est parti quelque temps, hein, et puis maintenant on revient, ils étaient là, tant mieux, ils ont profité, mais maintenant c'est notre tour, on se réinstalle chez nous, dehors les squatters. Ça c'est, disons, un retour extrêmement minoritaire, extrêmement limité, et qui finalement ne pose pas de danger, sauf quand on tombe sur les excités du Bétar ou de la Ligue de défense juive. Mais enfin, ils ne sont pas nombreux et ils ne sont pas très actifs, heureusement. En revanche, lorsqu'on recourt à ce moyen pacifique qui a été expérimenté avec plus ou moins de succès lors de différentes situations de crise politique, la plus mémorable étant l'apartheid sud-africain et le boycott de ce pays pendant qu'il était sujet à l'apartheid, enfin il pratiquait l'apartheid. Donc lorsqu'on appelle au boycott et que l'on suit avec ces appels au désinvestissement et aux sanctions, bref, lorsqu'on rejoint l'appel du mouvement BDS, donc initié par des Palestiniens il y a maintenant 13 ans de cela, les choses se compliquent. On a vu des comparaisons absolument immondes être menées, comme par exemple le boycott des magasins juifs par les nazis, boycott suivi de leur destruction par les nazis en 1938 avec les suites que l'on connaît. Donc on est vite aux alentours, comme on dit aujourd'hui à l'époque d'Internet, on est vite aux alentours du point Godwin. Les nazis sont vite là, enfin plus exactement on se trouve vite sous un drapeau nazi, habillé pratiquement d'un uniforme noir, en gestapiste ou en SS, ce qui relève évidemment d'une rhétorique d'intimidation particulièrement odieuse et totalement nulle également, qui revient au mieux à banaliser totalement le nazisme et au pire à rendre ridicule celui qui énonce ce genre de choses. Il n'empêche, cela vient et dans les cercles de pouvoir, ça prend. La preuve, la circulaire Alliot-Marie de 2010, qui enjoint les tribunaux de poursuivre les militants, les gens qui appellent au boycott d'Israël au nom d'une incrimination pour incitation à la discrimination raciale. Et, bref, enfin, on connaît les motifs d'incrimination. Alors il faut savoir que en fait cette règle cette circulaire qui n'a pas de valeur juridique, qui n'est juste qu'une incitation au parquet à poursuivre. Moi je ne suis pas juriste, il y a sans doute des juristes ici dans la salle, je ne veux pas trop m'aventurer sur ce terrain-là, mais je répercute ce que j'ai entendu de la bouche de juristes, à savoir que les juges ne poursuivent pas, que la majorité des procureurs, des parquets ne poursuivent pas, que lorsqu'il y a poursuite, les juges de première instance ne poursuivent pas et que seule la Cour de cassation, très récemment, alors évidemment c'est dans votre région, donc je comprends qu'on y soit encore plus sensible, la Cour de cassation a effectivement confirmé cet arrêt, reste la Cour européenne des droits de l'homme qui, on peut en être à peu près convaincu, viendra rectifier cet arrêt scandaleux de la Cour de cassation. Mais soyons confiants sur le fait qu'appeler au boycott d'Israël, c'est comme appeler au boycott du Mexique, ou de la Russie, ou de la Chine, ou du Soudan,
ou de que sais-je encore, ça ne tombe pas sous le coup de la loi, et en dépit de ce que disent les institutions pro-israéliennes. Je préfère d'ailleurs parler d'institutions pro-israéliennes que d'institutions juives, car on a entendu qu'il y avait deux institutions juives qui font partie des puissances invitantes de ce soir, et la distinction entre juifs et sionistes me semble absolument capitale, elle est tout à fait essentielle. On parle de politique, on ne parle pas de religion ou de peuple ou de race, et donc il faut garder cette notion d'institution purement pro-israélienne, comme le CRIF, comme le bureau de vigilance qui a été évoqué là, et qui font finalement leur miel de l'antisémitisme, qui se nourrissent de l'exagération des menées antisémites dans notre pays, parce que finalement leur statut de victime en dépend étroitement. Eh bien, il ne faut pas se laisser intimider par ce statut-là. Les atrocités du passé juif européen sous le Troisième Reich sont une chose, personne n'est en mesure de les oublier, on les a toutes et on les a tous en tête, mais cela n'a rien à voir avec la question qui nous préoccupe, c'est-à-dire l'injustice faite aux Palestiniens. En tout cas, ça n'a rien à voir dès l'instant que l'on considère qu'une injustice ici ne justifie pas une injustice là-bas, qu'une injustice hier ne justifie pas une injustice aujourd'hui, et que par ailleurs, si l'Europe avait une dette à payer aux Juifs, ça n'était pas en la faisant payer par les Arabes, par les Palestiniens qu'il fallait faire, c'était évidemment la payer soi-même, par exemple en établissant un État juif en Allemagne du Sud, en Bavière, je ne sais pas, pour ceux qui voulaient absolument un État juif. Moi, je ne vois pas la raison pour laquelle il devrait y avoir un État juif, mais il y en a un. C'est ce qui nous rassemble aujourd'hui, non pas pour le détruire, mais pour trouver une solution politique qui soit acceptable. Donc, premièrement, ne nous laissons pas intimider par les cris de victoire qu'ont poussé le CRIF et ses associations cousines. Le boycott n'est pas illicite en France, et même s'il y a des tentatives ailleurs en Europe de réfléchir là-dessus, toutes les cours des droits de l'homme, l'équivalent des conseils d'État, des cours constitutionnels, bref, toutes les institutions juridiques qui ont pour fonction de veiller au respect des libertés se dresseront contre ça parce que c'est tout simplement indéfendable. Enfin, on voit bien que, par exemple, c'était cité tout récemment, donc je le reprends à mon compte, un candidat à la députation qui se présentait dans la liste, sous une liste La République en marche, a dû renoncer à sa candidature parce que la LICRA la LICRA quand même théoriquement, enfin qui a été dans le passé un organisme de défense des droits de l'homme avant de devenir un organisme de défense d'Israël, la LICRA a déterré quelques tweets qui d'ailleurs je pense n'étaient pas dissimulés, qui étaient là, de soutien à BDS. Eh bien le soutien à BDS a été qualifié d'antisémite et par conséquent cette personne a été débarquée de la liste, enfin de sa candidature à la députation aux législatives de l'an dernier. Donc on voit tout de même que sur le plan politique, il y a des risques. Bon, c'est pas si grave de ne pas être député quand déjà on ne l'était pas auparavant. Cet homme a un métier, cet homme a un métier, et donc il n'est pas sanctionné, il n'est pas en prison, il n'empêche. Il a subi un tort infligé par la LICRA, et ce tort est non seulement un tort pratique, mais c'est également un tort moral. Parce que s'il a été débarqué, ce n'est pas parce qu'il a écrit quelque chose, c'est parce qu'il a signifié qu'il haïssait les Juifs au nom du boycott dans son soutien à la campagne BDS. Et ça, c'est particulièrement grave, parce que c'est un stigmate ignoble qui peut peser, je ne sais pas, dans sa famille, dans son milieu professionnel, ou en tout cas qui peut être extrêmement pesant pour lui. Et donc, on voit que ici et là, il y a des mesures d'intimidation qui fonctionnent et face auxquelles il faut absolument garder le terrain, ne pas céder un pouce.
Je terminerai pour laisser un peu de discussion sur le débat, enfin, disons, la deuxième partie de mon laïus concerne le conflit israélo-palestinien, disons, dans sa politique et son histoire, pour tenter de comprendre ce que j'ai annoncé un petit peu au début de mon laïus, pour tenter de comprendre ce qui le singularise. Au fond, pourquoi est-ce qu'on est presque assuré, sauf quand on est dans une assemblée militante, et encore, je dis bien, parce que ça démarre vite, pourquoi on est presque assuré de s'engueuler avec des gens dès lors qu'on aborde ce problème, cette question politique. Pourquoi est-elle si embrasée? Pourquoi les problèmes sont-ils posés d'une manière si tortillée, si compliquée? Eh bien, c'est que malgré tout, il y a, selon moi, une certaine singularité. On n'est pas là comme, par exemple, je sais pas, dans la guerre qui agitait le Soudan, qui aboutit à une partition entre Soudan et Soudan du Sud, ou certains conflits internes qui se résolvent par une sortie politique ou par l'écrasement d'une certaine opposition. Ce qui, je pense, caractérise le conflit israélo-palestinien, qui par exemple permet de comprendre pourquoi des gens considèrent qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Israël, qui ne parlent pas l'hébreu, qui ne pratiquent même pas la religion juive, qui sont loin de tout cela, considèrent lorsqu'ils sont là-bas qu'ils sont chez eux. Il n'y a pas d'autre pays dans le monde qui ait cette caractéristique-là. Je me rappelle une fois où j'étais là-bas, enfin, comme ça a été rappelé, je suis natif d'Israël, de Jérusalem, mes parents habitaient là-bas, ils sont venus en France dans les années 50 pour des raisons qui les regardent, et en tout cas ça ne leur plaisait pas suffisamment pour qu'ils y restent, comme d'ailleurs, je le signale, à la majorité des juifs du monde, hein, dont une partie se déclare sioniste, pro-israélien, mais se garde bien d'aller vivre dans ce pays. Et je signale au passage qu'il y a plus de sionistes non-juifs que de sionistes juifs, 5-6 fois plus de sionistes non-juifs, les évangéliques, les chrétiens sionistes, qui sont le gros de la troupe pro-israélienne mondiale, qui exerce une influence, un poids financier, politique, diplomatique extrêmement important. Donc là encore, il est souhaitable d'arriver à dissocier juifs, sionistes, israéliens. Ça n'est pas exactement... ça ne se recouvre pas, ça se recoupe, mais ça ne coïncide pas loin de là. Mais je reviens donc à cette singularité du conflit israélo-palestinien, en remontant, disons, au sionisme de l'époque pré-israélienne, à l'époque où le sionisme n'était qu'un projet. Il s'agissait d'un projet européen pour libérer une terre orientale. Il y avait déjà une première bizarrerie, parce que les mouvements de libération sont généralement des mouvements qui prennent pied, certes avec des appuis étrangers. Il y a toujours des réseaux internationaux qui fonctionnent. Nous ne sommes pas enfermés dans des boîtes. Mais généralement, les mouvements de libération, disons essentiellement les mouvements anti-impérialistes, anticolonialistes, sont toujours nés et ont prospéré sur la terre qu'ils entendaient libérer. Là, c'est un Autrichien qui entend libérer une terre qui est assez loin de là où il réside et qu'il n'a d'ailleurs jamais vue, où il n'a jamais mis le pied. Herzl, avant d'aller dans la région, il a d'abord été l'auteur du projet de libération, entre guillemets, de la Palestine, enfin de l'établissement d'un foyer juif, mais il ne s'y était pas lui-même rendu. Mais dans ce cadre-là, ce qui caractérise donc le conflit, enfin le mouvement sioniste, c'est qu'il est tout à la fois un mouvement colonial et un mouvement de libération. Un mouvement de libération des Juifs et un mouvement colonial par rapport aux populations autochtones. Je veux dire par là qu'il est subjectivement un mouvement de libération. Moi, je ne considère pas que les Juifs qui sont allés en Palestine dans l'après-guerre aient été libérés de quoi que ce soit. Ils y allaient au moment même où ils n'avaient plus rien à craindre. On comprend que dans les années 30, un certain nombre ait choisi d'aller par là, encore que, enfin, on pourra revenir, si vous voulez, sur cette période-là, je ne veux pas m'appesantir trop longtemps, mais cette double signification du mouvement sioniste, à la fois mouvement colonial et mouvement d'émancipation,
est unique. Il n'y en a pas d'autre. Et ça donne ce résultat absolument étonnant que même dans les mouvements, disons, coloniaux qui ont triomphé, comme, enfin, l'Afrique du Sud, c'est terminé maintenant, heureusement, mais disons, les États-Unis, l'Australie, pour ne parler que des deux plus... la Nouvelle-Zélande, pour ne parler que des plus connus, où, de fait, des étrangers ont remplacé des autochtones et ont totalement pris le pouvoir. Ces étrangers ne se considéraient tout de même pas eux-mêmes comme des indigènes. Et ils savaient qu'ils étaient des conquérants. Alors ils pouvaient trouver toutes sortes de raisons pour justifier leur conquête, mais en tout cas, ils savaient qu'ils étaient des conquérants. En Israël, on n'en est pas là. En Israël, le colon se décrit lui-même comme l'indigène, l'authentique indigène, et il considère l'autochtone comme un squatter. Ça, c'est une situation absolument singulière qui n'a aucun autre équivalent dans le monde. Encore une fois, même l'Amérique, qui a été souvent décrite par les colons comme leur nouvelle terre promise, la nouvelle Jérusalem, enfin toute la symbolique, une bonne partie de la symbolique biblique a été mobilisée par les colons européens qui sont allés en Amérique, qui ont génocidé les Indiens, bref, qui ont fait ce que l'on sait, et qui ont créé le pays que l'on voit aujourd'hui. Mais même eux ne se considèrent pas comme des indigènes. Ils accordent aux Indiens, aux Amérindiens, la réalité qui est la leur, à savoir d'être les peuples autochtones. Ça n'est pas le cas en Israël. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a cette espèce d'embrasement local qui, par contiguïté, du fait qu'il y a de nombreux juifs pro-israéliens en diaspora, qui, par contiguïté, embrasent toute discussion sur cette question. On est chez nous, ils veulent nous virer, alors même que, évidemment, ce chez nous se fonde sur un titre de propriété assez particulier lorsqu'on est à l'époque moderne, c'est-à-dire la Bible. Que la Bible serve de cadastre à un pays, voilà, qui est quand même là aussi assez problématique, mais tout à fait singulier. Et même les pires laïcs, enfin les incroyants, des athées, manifestent comme une grande partie des dirigeants israéliens et des dirigeants sionistes historiques qui n'allaient à la synagogue que comme à peu près, disons, des catholiques vont à la messe de minuit ou à Pâques. Enfin, il y avait quelques moments rituels plus sociaux que mystiques ou que religieux en tout cas. Bien donc des gens pour qui la religion est plus de l'ordre d'un rituel sympathique que d'une adhésion profonde. Bien ces gens-là considèrent malgré tout que la Bible est un livre d'histoire et que dans ce livre d'histoire étaient cachés jusqu'à il y a peu, jusqu'au XIXe siècle, les titres de propriété qui conféraient aux Juifs le droit de s'installer là-bas. Et par ailleurs, comme le rappelle très fortement, très justement Dominique Vidal dans l'excellent petit livre qu'il vient de publier sur antisionisme, antisémitisme, et par ailleurs, le sionisme, il repose sur une série de postulats qui tous méritent d'être discutés, même d'ailleurs à l'époque où ils ont été énoncés, à savoir que les Juifs sont un peuple, mais peuple c'est une notion extrêmement subjective, naturellement, on se réclame d'une appartenance à un peuple, c'est une construction historique, un peuple ça n'est pas une nature, ça n'est pas un objet physique, palpable, c'est toujours une construction collective, mais on peut quand même se demander si, dans le cas des Juifs, n'ayant pour unique lien une pratique religieuse, mais pour le reste des langues, des cultures, enfin une géographie et une culture extrêmement diversifiée, extrêmement dispersée, on peut se demander jusqu'à quel point ça forme un peuple. Et d'ailleurs, le fait que le peuple juif appelé à se rendre sur sa terre historique de Palestine, rebaptisée Israël, n'a pas répondu à cet appel, que dans sa majorité il en est resté extérieur, montre bien que cette notion est fragile. Moi je ne veux pas la discuter, je pense que c'est une question purement, enfin on peut en faire une polémique stérile, c'est un peuple, c'est pas un peuple, il n'y a pas de réponse à cela. C'est un peuple pour ceux qui se considèrent comme un peuple, et ce n'en est pas un pour ceux qui ne se considèrent pas comme un peuple. C'est à peu près tout ce que l'on peut en dire.
En tout cas, on peut quand même contester l'affirmation globale, massive, selon laquelle le peuple juif existe en tant que peuple. La deuxième affirmation, c'est qu'il s'agit d'un peuple inassimilable par d'autres peuples. Alors ça, c'est une appropriation d'une vieille rengaine antisémite, qui d'ailleurs n'est pas la seule. Enfin, la manière dont l'antisémitisme se niche dans le sionisme est tout à fait remarquable. Petite anecdote personnelle, mon père qui était un sioniste, mon père que je respecte par ailleurs, enfin il est décédé maintenant, mais pour qui j'ai un grand respect parce que c'était quelqu'un d'extrêmement sincère et qui s'est mouillé, qui a pris des risques. Mais mon père, donc, était un sioniste d'avant-guerre, donc il y tenait, il ne voulait pas être un sioniste par refuge, mais par adhésion. C'était un nationaliste juif. Lorsqu'il revenait des camps d'éclaireurs, enfin de scouts sionistes auxquels il participait, ils étaient en France, ils étaient arrivés en France depuis quelques années, auxquels il participait donc les week-ends. Le dimanche soir, il rentrait chez lui à Paris et il racontait ce qu'on lui avait dit, il racontait à ses parents ce qu'on lui avait dit pendant le week-end, et à plusieurs reprises, ses parents se sont offusqués du caractère directement, violemment antisémite du discours sioniste qu'ils entendaient à l'époque, c'est-à-dire le juif courbé, usurier, sale, couvert de poux, vivant en ghetto, fourbe, lâche, enfin c'était vraiment une série. Alors c'est pas tout en même temps, j'aligne là les qualificatifs, mais c'était bien de cela qu'il s'agissait lorsque les sionistes parlaient de la rédemption. C'était faire sortir, disons, excusez-moi ce terme, il est évidemment entre guillemets, le petit youpin du ghetto, pour en faire le juif combattant, bronzé, le torse puissant, les deltoïdes développés, qui va tirer sa charrue et porter son arme dans un même mouvement. Donc ça, c'est le noyau dur, disons, du sionisme d'avant-guerre, avant qu'il se réclame de la Shoah et des atrocités qui se sont passées. Donc ce caractère inassimilable, il est largement forcé par les sionistes, par le discours sioniste, et comme je le disais, donc il s'appuie sur un stéréotype antisémite vraiment très net. Le troisième critère, c'est celui que je disais, c'est la Bible comme titre de propriété de la terre de Palestine. Là aussi, quand même, on peut contester ça. Il y a des titres de propriété plus sérieux qu'une mythologie religieuse qui est le statut de la Bible, statut parfaitement respectable au demeurant. Je n'ai absolument rien à dire là-dessus, mais c'est un ensemble de mythes religieux. Ce n'est rien d'autre que cela. Et puis enfin, le dernier, qui est peut-être celui qui boucle dans toute sa tragédie ce problème, c'est que cette terre sur laquelle les Juifs auraient des droits, elle est vide. Elle n'attendait qu'eux, elle s'offrait à leur retour, et évidemment, c'est un mensonge. Il y avait non seulement une population, mais il y avait une société, il y avait des villes, il y avait des campagnes, il y avait une longue histoire. Ça n'est pas ici que j'ai besoin de développer là-dessus naturellement. Donc cet ensemble-là, joint à celui que j'énonçais en premier, cette singularité ajoutée aux postulats fondamentaux du sionisme, ben voilà, ça donne cet ensemble explosif auquel on est confronté aujourd'hui avec les vagues, les ondes de haine qui s'échappent de cette région et qui font qu'en dépit de son caractère relativement limité sur le plan démographique, sur le plan géographique, on parle d'une population qui est quand même peu nombreuse, sur un territoire qui est très exigu, en fait, il émet des ondes mauvaises un peu partout dans le monde, aussi parce qu'il s'agit de Jérusalem, selon le poncif ou le cliché indéfiniment répété, mais qui, comme tout poncif, a sa part de vérité, la ville 3 fois sainte, disons en tout cas la ville des 3 religions monothéistes qui sont répandues dans le monde entier et qui emportent avec elles donc cette notoriété sombre, cette réputation
et cette tragédie qu'est le conflit israélo-palestinien. Donc il résonne bien au-delà de ces frontières. Je terminerai, pour qu'on ait un peu de temps pour discuter, puis parce que je pense avoir dit l'essentiel de ce que j'avais à vous dire, je terminerai là aussi par un autre énoncé en ciseaux, si l'on veut. On peut certes être antisioniste par haine des juifs, parce que tout de même le projet sioniste, à la base, il est juif. Les sionistes, le mouvement sioniste d'aujourd'hui, le mouvement pro-sioniste d'aujourd'hui est largement non juif, comme je disais, il est largement chrétien, les chrétiens évangéliques américains pour l'essentiel. Mais il est évident que c'est un projet conçu par des juifs, pour des juifs au départ, et que donc une certaine forme de haine des juifs peut déboucher sur une critique féroce d'Israël, et cette critique peut être sous-tendue par des sentiments absolument blâmables, absolument honteux. Ça, c'est une réalité. Donc il peut y avoir des antisionistes qui le sont par antisémitisme. Il ne faut surtout pas nier cela. Et enfin, je sais qu'à la FPS et dans toutes les associations qui ont été évoquées, c'est une question qui est prise très au sérieux. Et moi, je ne veux pas non plus la dramatiser parce que ça n'est pas... comment dire, ce n'est pas central, mais c'est important de le garder à l'esprit. Mais ce qui est rarement rappelé, c'est qu'on peut être sioniste et antisémite. Je le disais pour ce qui concerne, disons, les sionistes juifs, en me rappelant cet exemple familial que mon père m'avait raconté peu de temps avant son décès. C'était pas quelque chose, c'est quelque chose qui l'embarrassait. Je pense qu'il s'en est livré peu de temps avant de disparaître, du fait de cet embarras. Mais lorsqu'on regarde un certain nombre de sionistes, d'ailleurs, de cette manière, la déclaration Balfour, elle est aussi marquée, c'est-à-dire celle dont on a fêté le centenaire l'an dernier, et elle est aussi marquée par cela, les historiens le rappellent constamment, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cet état d'esprit colonial, on distribue des terres qui ne vous appartiennent pas, sur lesquelles on a mis la main, et donc on s'autorise à faire ça. Enfin, il y a une étude, disons, de maître du monde qui correspond bien à l'Angleterre impériale du début du XXe siècle, ça c'est vrai. Mais il y a aussi, dans la déclaration Balfour, une idée sous-jacente de main cachée des juifs qui ordonnent des conflits, des attaques un peu partout, le fantasme d'un complot puissant et bien dissimulé, et d'une sorte d'ogre qu'il faut nourrir pour être, par exemple, bien placé pour terminer la guerre en bonne position, puisqu'on est en 1917. Cette dimension-là du fantasme antisémite, du complot, enfin de la conspiration omniprésente, elle n'était pas absente de la déclaration Balfour. Et aujourd'hui encore, on la voit à l'œuvre. Mais il y a aussi le fait beaucoup plus simple, d'une certaine manière, de dire ben, on vous donne une terre, vous l'avez, maintenant fichez le camp. On ne veut plus de juifs à côté de chez nous, on ne veut plus de voisins juifs. Dehors les juifs, regroupez-vous là dans votre nouveau ghetto, hein, entre parenthèses, l'idéal de sortie du ghetto des juifs pour recréer un autre ghetto, voilà un des nombreux paradoxes du sionisme et d'Israël. Mais en tout cas, cette idée d'un pays pour les juifs qui doit donc délivrer le reste du monde du fardeau d'avoir des juifs à ses côtés, il est évidemment une aubaine pour les antisémites. Et d'ailleurs, les chrétiens sionistes qui sont encore plus durs que Sharon, Naftali Bennett, Netanyahou, enfin qui sont vraiment à l'extrême droite de l'extrême droite politique israélienne, véhiculent très souvent les stéréotypes antisémites les plus éculés, avec une espèce de candeur au-delà de tout soupçon. Bon, il faut dire qu'ils sont protégés par le premier amendement américain et qu'on peut sortir des inepties, y compris racistes, sexistes, aux États-Unis, en toute liberté. Bon, ça fait partie de la tradition de ce pays. En tout cas, il est important de ne pas se laisser piéger par ce soupçon, par cette insinuation malveillante d'un rapport direct entre antisionisme et antisémitisme.
et de rétorquer au contraire à nos adversaires et de rappeler en public chaque fois que c'est possible que entre le sionisme et l'antisémitisme, il y a tout de même une adéquation, enfin de la même façon qu'il y a une adéquation entre un vendeur de parapluies et des nuages qui menacent. C'est tout de même une sorte de complémentarité absolument évidente. Donc c'est l'autre de cette équivalence entre antisionisme et antisémitisme. Il y a une équivalence entre antisémitisme et sionisme. Voilà, je voulais terminer là-dessus parce qu'il me semble que c'est tout de même à l'ordre du jour. Il va y avoir dans quelques jours le dîner du CRIF, ce tribunal dilatoire, comme l'a nommé dans une formule heureuse et qui pour une fois est dans le bon sens, Alain Finkielkraut. Donc ce scandale républicain, comme d'autres, ou anti-républicain, comme d'autres le nomment, au cours duquel Macron va prononcer un discours, donc le président de la République lui-même se rend à ce dîner du CRIF, et a annoncé que la politique proche-orientale, moyen-orientale, allait être un des sujets abordés. Ce qui est en soi, je pense, un scandale contre lequel nous devons protester, et je pense que nous devrions inonder le Parlement et le gouvernement de lettres de protestation pour ce traitement, enfin ce dîner du CRIF en tant que tel, naturellement, un dîner d'une organisation religieuse qui invite des ministres, des représentants du gouvernement à débattre de questions culturelles, religieuses, rien de plus normal, c'est le fonctionnement même de nos institutions républicaines, et là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, et pour d'autres cultes en France, ça se passe comme ça, et c'est très bien, il n'y a aucune raison d'être hostile à cela. Mais que on considère que les Juifs sont des représentants d'Israël, déjà, c'est déjà les mettre dans une situation de double allégeance qui était précisément l'une des raisons pour laquelle les Juifs républicains et assimilationnistes étaient virulemment antisionistes. Hein. Je rappelle que d'abord l'antisionisme est d'abord une histoire juive, comme Dominique Vidal le montre très bien dans son livre, et il y a une histoire dans laquelle personnellement je me reconnais pleinement. Et donc au cours de ce dîner, la question va être abordée. Alors encore une fois, je trouve qu'il faut vraiment protester activement contre cela, montrer que ça ne passe pas comme une lettre à la poste, que ça n'a rien d'une évidence, que c'est une pratique qui a une trentaine d'années et qui est devenue ultra politique il y a maintenant une vingtaine d'années. Donc tout ça est récent, tout ça n'est pas enraciné dans une vieille tradition qui serait absolument incontournable, impossible à éliminer. Non, non, c'est récent et ça doit disparaître. C'est pas possible. En plus, moi, franchement, en tant que juif, je me sens menacé par ce genre de choses. Enfin, je pense que c'est un aliment antisémite de choix et que c'est à arrêter. Mais il va se produire, et ça c'est absolument certain, et donc il sera intéressant de noter, de voir si la phrase qui a motivé le livre de Dominique Vidal, l'antisionisme et l'antisémitisme, cette phrase qui disait en gros l'antisionisme est une forme, ou est la forme réinventée de l'antisémitisme. Il ne l'a pas répété depuis, la FPS et d'autres associations ont fait des démarches pour protester contre cette équivalence, qui ne figurait d'ailleurs pas dans le discours écrit qu'il a prononcé au Veldiv. Oui, au Veldiv en plus, enfin, commémorer le Veldiv avec un assassin à ses côtés, ça a quand même quelque chose d'obscène, quoi, j'allais dire une faute de goût, non, c'est bien plus que ça, c'est un crachat dans la figure des victimes pour moi. Bon. Mais mettons ça sur le compte de l'inexpérience, du début, après tout, on peut faire des bêtises, on peut se rattraper, et on va voir si déjà, lors de ce discours, qui je crois va être prononcé le 7 mars, donc dans une quinzaine de jours, on va voir si cela se reproduit. On peut espérer que non, puisque par exemple,
la démarche pour la libération de Salah Hamouri a été reprise très sérieusement à son compte par Macron, qui a donc transmis à Netanyahou non seulement le message concernant Salah Hamouri, mais enfin sa volonté de le voir sortir rapidement, sa conviction que le dossier était vide, que sa détention était un scandale. Bref, il a dit vraiment les choses qui devaient être dites de la part de l'entourage même de Salah Hamouri, qui m'en a fait part. Et donc, on peut se dire qu'il y a des ouvertures tout de même possibles. Mais on va voir. Donc, rendez-vous le 8 mars pour entendre ce qui aura été dit sur cette équivalence face à laquelle, comme je le disais, il ne faut surtout pas baisser les bras, il faut au contraire contre-attaquer constamment et éviter toute forme d'intimidation morale. C'est l'arme de nos adversaires, de ces gens qui veulent écraser les Palestiniens sous la mémoire de la Shoah, sous la souffrance juive, sous les droits immémoriaux des Juifs sur cette terre. Et c'est cela qu'il faut éviter à cela qu'il faut éviter de céder. Voilà, je vous remercie pour votre attention et maintenant je peux répondre à vos questions. Voilà, merci beaucoup pour cette intervention. La parole est à la salle, donc si vous avez des questions à poser, on va faire circuler le micro. Donc une première question peut-être. Circuler le micro, mais Oui, je peux dire quand même quelque chose éventuellement. Il fallait pas me donner le micro. Donc, merci infiniment pour votre présence ici. Alors, comme c'est marqué là, moi j'appartiens à l'Union juive française pour la paix et je suis signataire du mémoire de la motion qui a été élaborée par le mouvement pour une autre voie juive. Je ne sais pas si vous connaissez, Pascal Lederer, Olivier Guébera. En 2003, donc qui déjà à ce moment-là, on protestait contre le fait que le CRIF était sans arrêt représenté, comme son nom l'indique, comme le représentant des Juifs, et alors qu'il n'a aucune légitimité pour le faire, et ça n'empêche pas de raconter des conneries tout le temps. Vous en avez cité un exemple, et ça c'est quand même dramatique. Et par rapport à ça, il y a peut-être une prolongation. Moi, je ne suis pas très optimiste pour le discours qui va venir, parce qu'il faut comprendre que le CRIF, il est quasiment le représentant du gouvernement israélien en France, et le meilleur outil pour assurer la puissance de l'État d'Israël, c'est l'antisémitisme. Plus il y a d'antisémitisme en France, plus les Juifs ont deux types de réactions, ou bien ils sont prêts à faire leurs valises, et donc ils font leur alia, ils vont en Israël, et quand ils arrivent en Israël, après 1 an ou 2 ans, à Tel Aviv ou à Jérusalem-Ouest, on leur donne des aides pour qu'ils aillent s'installer dans les colonies illégales israéliennes en Palestine, et donc ils renforcent la colonisation. Ça veut dire que l'antisémitisme qui sévit ici, eh bien, il est payé directement, l'addition est payée directement par le peuple palestinien. Donc il faut que nous soyons tous très vigilants là-dessus. Hein. Et ça, c'est quand même quelque chose dont il faut être conscient, parce que c'est grave. Parce que vraiment, ça peut avoir des conséquences très importantes. Voilà. Et moi, je veux aussi, je te donne le micro tout de suite, confirmer que moi, quand j'étais enfant, toute mon enfance, toute mon adolescence, j'ai entendu dire que la Palestine, c'était un tas de pierres sur un tas de cailloux où il n'y avait personne, et que les Juifs sont arrivés, ils ont beaucoup travaillé, ils en ont fait un jardin, et puis après, les Arabes sont venus, puis ils ont dit, c'est chez nous, il faut partir. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Moi, il n'y a pas très longtemps que j'ai changé de camp, en fait, parce que petit à petit, j'ai compris qu'on m'avait raconté des conneries, à mes parents aussi, hein, mon père était très sincère, et qu'on nous avait raconté des conneries, que c'était complètement faux, historiquement, et donc, en fait, ce qui se passait là-bas, c'était complètement anormal, et complètement... ça ne correspond pas du tout à l'esprit que nous faisions du peuple juif. Voilà. Merci. Bonsoir, merci pour l'exposé. Un petit effort. Merci pour la conférence. Moi, j'ai 2 petites choses. La première, je pense qu'il faut préciser par rapport à BDS.
parce que tel que ça a été présenté, on a l'impression que c'est contre le produit israélien, c'est contre les produits qui proviennent des colonies et qui viennent être vendus ici sous le nom d'Israël sans justificatif que ça vient des territoires. Et c'est très important de dire ça. Donc il n'y a pas de position de principe par rapport aux produits d'Israël, il y a un combat politique par rapport à des produits qui sont faits dans des territoires occupés et qui sont vendus ici. Et donc je pense que c'est important, mais peut-être que Guy pourra en dire un mot puisqu'il est au niveau de l'AFPS national et il suit cette affaire-là. La deuxième, je pense que la plus importante, c'est expliquer le sionisme. Avant de dire anti-ceci ou cela, et je pense que les explications qui ont été données, bon, il y a eu plein de choses qui ont été dites, ont été un peu courtes. Donc, premièrement, c'est né en Europe, c'est pas né ailleurs. Deuxièmement, c'est pas le fait que le juif n'est pas assimilable, mais c'est l'incapacité des sociétés dans lesquelles ils vivent à les intégrer ou à ne pas les discriminer, que ce soit les pogroms, que ce soit les ghettos, que ce soit en Espagne pour les Maranes. D'ailleurs, ça a été la même chose pour les Maurices, qui eux sont musulmans. Même si on a renié sa foi juive pendant 20 générations, eh ben, on paye quand même l'addition, et ça c'est très important de le dire. Donc ça voudrait dire que le sionisme, une doctrine politique, part du fait qu'aucun pays où on est en Europe, au départ, avant de généraliser, n'est capable de ne pas discriminer les juifs, et donc les juifs ont besoin d'avoir un foyer qui leur permette de vivre tranquillement sans être discriminés. Donc ça peut paraître louable. Ce qui est dans ces conditions-là expliqué comme ça, comment c'est possible qu'un Premier ministre de la France et un président de la France, à ce moment-là, vient défendre, c'est qu'il défend son incapacité à ne pas discriminer. Ça paraît fou quand on y pense comme ça. La deuxième chose, c'est comme on a un foyer juif, donc juif, pas les non-juifs. Donc d'un côté, on va définir quelqu'un par rapport à sa religion, de l'autre côté, on va exproprier quelqu'un de ses droits parce qu'il n'est pas de la religion. Donc on a basé quelque chose sur la race, donc c'est une doctrine raciste, ce qu'avait dit Urban. Au niveau international, le sionisme était taxé de raciste. C'est dans Urban 2 que ça s'est enlevé. Et c'est important d'amener ces éléments de valeur. Donc si on veut un État juif ou un État des juifs, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que l'État français a moins de droits sur les juifs français que l'État israélien qui les représente partout dans le monde. Et c'est comme ça que n'importe quel juif de la planète qui n'a jamais mis ses pieds en Palestine a plus de droits qu'un Palestinien qui a été pendant X générations, et comme vous l'avez bien dit, en fait il en a profité, maintenant qu'on est venu, ben, il faut nous libérer les choses. Ça c'est la deuxième chose que je voulais dire. Donc le problème il est envoyé ailleurs, et ailleurs on va discriminer, donc d'un côté on a un président et un Premier ministre qui reconnaissent leur incapacité à ne pas discriminer. En fait, pour moi, c'est ça que je prends. Et la deuxième chose, qui autorise de l'autre côté à ce qu'on discrimine. Et donc là, je n'ai pas besoin de dire je suis anti. Ça vient automatiquement. Si on est antiraciste, c'est une doctrine raciste. Dans ces termes-là, posée dans ces termes-là. Et je pense qu'il faut qu'elle soit expliquée, et on peut reprendre toutes les théories sionistes, toutes les doctrines sionistes sont sur cette base-là. Et je pense que c'est très très grave sur cette partie-là. Et donc la dernière chose que je voudrais dire, il est très important pour nous que ça soit clair, mais au jour d'aujourd'hui, avec ma tête d'arabe, j'ai du mal à parler de ça. Parce que tout de suite, on va vouloir me dire antisioniste, antisémite. Et donc, on a besoin d'être vigilants et d'être tous ensemble, mais d'expliquer exactement qu'est-ce que le sionisme pour les gens et qu'est-ce qu'on lui reproche. Et à partir de là, les choses vont être claires. Et c'est sûr que quand on va parler de sionisme, et là je vous rejoins, eh ben, il y a plus de sionistes non juifs que de sionistes juifs. Et il y a beaucoup de juifs non sionistes, anti-sionistes. Donc il y en a eu Rodinson, on peut prendre... Non, voilà, donc, et c'est là où on est tous ensemble, donc je ne vais pas être plus long, excusez-moi. Juste une petite remarque, d'abord vous avez aussi une tête de juif, hein, je vous rassure, donc vous inquiétez pas. J'ai grandi dans le quartier où c'était au Maroc.
Deuxièmement, sur la question du racisme, une petite remarque, pas pour engager un débat là-dessus, parce que de toute façon ce serait sans fin, puis c'est pas tout à fait essentiel, mais je pense qu'il faut... Il y a un racisme sioniste, en effet, il est potentiellement là, mais il y a aussi disons, l'effet d'un nationalisme juif qui joue les appartenances au-delà, disons, de la distribution des races, question toujours très hasardeuse, parce qu'absolument infondée, enfin très subjective. Et si vous prenez par exemple l'article de Zev Sternel qui est paru aujourd'hui dans le Monde sur le caractère extrêmement... la dérive raciste d'Israël telle qu'elle est actuellement en train d'être observée, manifeste, vous avez là une personne qui est un intellectuel israélien d'origine polonaise, qui est un sioniste, puisqu'il est l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant, Shalom Arshav, qui est un mouvement sioniste, pacifiste, pour l'ouverture, pour le compromis, mais enfin tout de même un mouvement sioniste. Et je pense que quelqu'un comme Sternel et d'autres personnes de ce même mouvement et de cette même sensibilité sont des sionistes non racistes. Ils sont partisans d'un nationalisme ouvert. Et évidemment, c'est conflictuel avec les Palestiniens, mais c'est plutôt une nation contre une autre qu'une race en compétition avec une autre. Reste que, vous avez raison, pour un certain nombre de gens, le gouvernement israélien aujourd'hui est composé essentiellement d'une bande de racailles racistes. Ça ne fait absolument aucun doute. Donc ma remarque est à la marge de ce que vous disiez, pas au cœur. En revanche, là où je suis plus un peu en désaccord, enfin non plus, je suis un peu en désaccord avec vous sur la question du boycott. Vous avez raison de rappeler que l'Europe doit imposer l'étiquetage d'origine des produits qui sont exportés depuis là-bas et qu'on doit savoir si on achète des oranges ou des fleurs ou des légumes, s'ils ont été produits en Israël intramuros, c'est là. Mais ça, c'est la loi européenne, c'est pas l'idée du boycott. Moi, je pense que si on s'en tient, c'est très important de faire pression pour que ce genre de mesures soit appliquées, ne serait-ce que parce qu'on voit que les Israéliens y sont sensibles et qu'on touche juste. Comme ça, je vous rappelle qu'ils ont traité quand même l'Europe de nazi quand cette mesure a été prise. Bon, ils sont piqués. Mais c'est très important. Cela étant, le mouvement BDS ne doit pas être limité à cela. Alors, la position de la FPS, qui est neutre par rapport à ça, est tout à fait respectable. Moi, je la comprends très bien. Il s'agit simplement de lutter contre la criminalisation du boycott, mais pas de se prononcer sur son opportunité, son périmètre et tout. Très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas, disons, jeter le bébé du boycott avec l'eau du bain. Le boycott le plus important, ça n'est pas le boycott des produits. Le boycott le plus important, c'est le boycott culturel et sportif. C'est la leçon de l'Afrique du Sud. Ce sont les universitaires, les chercheurs sud-africains et les équipes sportives, plus encore. L'importance du sport en politique, enfin en diplomatie, n'est plus à démontrer. C'est un grand classique. Hein. C'est pas simplement les performances physiques, le sport. C'est aussi toute une dimension politique. Et il est extrêmement important que le boycott s'étende à cela, parce que c'est ça qui fait toucher du doigt à des Israéliens qui, pour le reste, peuvent vivre une vie, enfin en dehors des attentats, une vie tout à fait normale, voire prospère et tranquille. C'est ça qui leur rappelle qu'il y a un problème, pas loin de chez eux, à 10, 20, 50 kilomètres de chez eux, il y a un problème. Sinon, ils l'oublient. Et il est important que les Israéliens se rappellent qu'il y a un problème et qu'ils sont une bonne partie du problème eux-mêmes, et que donc il faut qu'ils trouvent une solution. S'il n'y a que les produits des colonies qui font l'objet d'un boycott, je pense que la cible est manquée. Donc il faut au contraire l'élargir, y compris aux parties les plus sensibles, à savoir par exemple le boycott universitaire et culturel, qui a quelque chose de... Enfin, c'est pas très confortable, parce que on ne sait pas très bien si on boycotte une personne ou une institution. Mais en fait, tout de même, il commence à y avoir une jurisprudence. Des chercheurs israéliens qui viennent en France, c'est des individus qui viennent
rencontrer des collègues, etc. Mais quand il s'agit de projets de recherche conjoints, de mise en place de colloques, d'activités, disons, très, très proches, comme peuvent en faire des laboratoires de recherche ou des départements universitaires à droite ou à gauche. Moi, j'étais longtemps à Sciences Po. Sciences Po a de nombreuses collaborations avec des universités dans le monde entier. La question de savoir si Sciences Po met en place une collaboration avec un département de sciences politiques de Tel Aviv, par exemple, connu pour être un nid de colons et d'extrême droite, eh bien, ça mérite d'être posé. Donc cette dimension universitaire et donc par extension un peu culturelle du boycott est très importante. Et juste, parce que pardon, j'ai le micro, puis j'ai le privilège d'être l'invité, donc j'en abuse un petit peu, excusez-moi, mais il y a quand même des tas d'histoires drôles là-dedans, enfin, si on les prend avec un peu de recul et d'humour. Là, l'ambassade d'Israël en France va boycotter le festival du film israélien, si vous avez vu ça. Donc là, on va pouvoir accuser l'ambassade d'Israël d'action illicite en reprenant cette erreur, enfin ce mensonge intéressé, où on va pouvoir les traiter d'antisémites, ce qui est plus sérieux et plus fondé, je pense, comme critique, parce que le film d'ouverture de ce festival, qui doit se dérouler très prochainement, je ne sais pas quand exactement, enfin c'est, je crois, la semaine prochaine, le film inaugural, qui s'appelle Foxtrot, et semble-t-il, je ne l'ai pas vu, j'en ai juste entendu parler par les gens qui le réprouvaient, est un film qui critique l'armée israélienne et qui met en cause ce poncif, là pour le compte vraiment odieux de l'armée la plus éthique du monde. Hein. Et apparemment, le réalisateur de ce film ne partage pas ce sentiment moral là. Et donc, il le met en question. Et il a fait l'objet, bon, on sait que le cinéma israélien est parfois un cinéma très contestataire, pas toujours, des fois c'est vraiment le bouffon de Sa Majesté, mais à d'autres moments c'est vraiment du cinéma très contestataire. Là, je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas c'est perçu comme tel, et le film qui a été vu, qui a eu beaucoup de succès en Israël, au demeurant, c'est pour ça que je ne sais pas exactement quel est son contenu, il fait l'objet ici d'un opprobre de la part de l'ambassade d'Israël, alors même qu'il a été financé subventionné comme le sont les films français par le ministère de la Culture ou par le Centre du cinéma, eh bien il a été financé aussi par le ministère de la Culture israélien. Mais en tout cas, l'ambassadrice d'Israël à Paris a décidé de boycotter l'ouverture en tout cas du festival du film israélien, et je trouve que là ça fait un mouvement de ciseaux, un chassé-croisé tout de même, assez drôle pour être relevé avec le sourire. Merci. Bonsoir. Je suis né sémite, réfugié palestinien au Liban. Au Liban, j'ai vécu 19 ans là-bas. Le mot antisémite, on n'utilise pas. On ne sait pas ce que c'est. Or, ici en France, dès qu'on critique Israël, on est antisémite. Ce qui sous-entend qu'il n'y a que les Israéliens qui sont sémites. Comment se sont-ils arrogés ce terme, le sémitisme? Oh ben ça, c'est très simple. Hein. L'expression a été forgée au XIXe siècle par un sociologue allemand, je crois, lui-même en proie à une détestation des Juifs, et il a été forgé pour ça. C'est-à-dire que le mot a pris une charge, une densité, enfin une signification particulière, qui, si on se réfère à de vieilles acceptions du terme sémite, effectivement a quelque chose de l'ordre d'un vol. Alors, non seulement on vous vole votre terme, mais en plus on vous vole votre identité sémitique. Bon, je ne crois pas que c'était ça. C'est finalement un usage qui s'est imposé. Vous savez, les mots sont toujours pour une part arbitraires. La signification des mots a toujours une certaine dimension de choix sans qu'il y ait de logique particulière qui sous-tende ce choix. Là, c'est pas la logique, c'est pas un choix, c'est une décision allemande, en fait. C'est cet Allemand-là qui a créé ce terme pour désigner l'opprobre à l'encontre des Juifs, et l'usage s'est maintenu comme ça.
Moi, je pense qu'il y a des batailles sémantiques à mener, très importantes. L'une d'entre elles, d'ailleurs, a été gagnée, c'est la bataille pour l'imposition du mot palestinien. Hein, moi, je suppose que nous avons les mêmes souvenirs. Les Palestiniens, ça n'existe pas. Enfin, de notre enfance, les Palestiniens n'existent pas. Il y avait des Arabes, et il y avait une terre vide. Et les Arabes, ils ont 22 pays, ils ont 100 millions de kilomètres carrés. Hein, il y a les chiffres qui viennent tout de suite. Et donc, ils sont chez eux, très bien, on ne va pas les embêter. Mais des Palestiniens, non, c'est une création. D'ailleurs, Netanyahou vient de le rappeler encore comme une espèce de ressucé d'une vieille rengaine, vient de rappeler de rappeler entre guillemets naturellement, que le mot palestinien, c'est une création du KGB. Donc c'est un complot soviétique. Mais oui, bon, Netanyahou, de toute façon, c'est mine inépuisable de rigolade, si on prend ces choses avec humour. Rigolade un peu sinistre tout de même. Donc, cette bataille, elle a été gagnée, hein, jusque dans les années 70, même 80. Quand on disait palestinien, c'était déjà une prise de position politique. Aujourd'hui, tout le monde parle des Palestiniens comme d'une réalité sociale, politique, avec laquelle on doit composer. Et de ce point de vue-là, la bataille était gagnée, parce que tant qu'il n'y avait pas de Palestiniens, il ne pouvait pas y avoir de conflit israélo-palestinien. Il y avait un conflit israélo-arabe qui mettait Israël aux prises avec... Et forcément, on était du côté de David contre tous les Goliaths qui étaient massés contre eux. Voilà. Donc, cette bataille sémantique a été gagnée. Il y en a d'autres sur lesquelles il ne faut pas céder. Je pense alors pas des noms propres, pas de ce genre de choses, mais je pense par exemple à l'usage du terme de terroriste ou de kidnapping. Hein, il y a des actes terroristes, ça oui, quand on fait sauter une bombe dans une pizza, c'est un acte terroriste. Où qu'il se passe, quiconque en est l'auteur, c'est un acte terroriste. Lorsque des soldats, ou voire même des colons, sont attaqués par des Palestiniens en Cisjordanie occupée, ça mérite d'être discuté. Tout le monde a droit à l'emploi de la violence pour lutter contre une oppression et une occupation. C'est un droit légitime. Moi, personnellement, je pense que c'est une erreur d'utiliser la violence parce que les Israéliens sont plus forts à ce jeu-là. Mais je pense qu'il est impossible de disqualifier la violence en terrorisme comme ça. Donc il faut pouvoir se battre là-dessus. Ou bien encore, rappelez-vous le soldat Gilad Shalit, qui a été décrit par la presse, et là c'est au niveau vraiment le plus quotidien qu'il faut agir, décrit par la presse comme kidnappé, c'est-à-dire reprenant le terme israélien, alors que ce soldat il était en uniforme, dans un char, il était sur une ligne de front, qui était donc la séparation entre Gaza et le territoire israélien, et il a été capturé et fait prisonnier par des combattants. Il n'a pas été kidnappé comme le serait un enfant par un pédophile ou un chercheur de rançon, enfin des choses absolument ridicules comme ça. Donc vous voyez, moi je pense qu'il y a des batailles sémantiques à mener qui sont importantes parce qu'elles se raccordent directement aux politiques, mais cette idée d'antisémitisme, moi je la laisserai de côté parce que je pense que c'est secondaire. Merci. Moi, je voudrais profiter de votre présence pour vous poser une question. Vous connaissez peut-être un peu le contexte. Quel a été le rôle du gouvernement israélien dans le renforcement à un moment donné du Hamas qui a servi en fait de contrepoids à Yasser Arafat qui était à l'époque un interlocuteur internationalement reconnu et les mauvaises langues disent que Israël a aidé le Hamas à se développer pour en faire un adversaire politique à Yasser Arafat. Est-ce que ça vous paraît juste ? Ah oui, c'est factuel, il n'y a pas de discussion là-dessus. Dans les années 70, Sharon a été le grand financier des frères musulmans en Israël, dont le Hamas est l'une des dimensions. Et dans tout le nord d'Israël, donc dans la partie, disons, Galilée d'Israël, des municipalités frères musulmanes ont été financées par l'État israélien, dans un contexte qui était d'ailleurs un peu différent. Enfin, d'abord, c'est le contexte des années 70. On croyait que toute cette question était terminée. Et les frères musulmans se caractérisaient pour l'essentiel par ce qui est leur mission historique, d'ailleurs, à savoir des activités caritatives. Donc des orphelinats, des distributions de biens de première nécessité, des choses comme ça. C'est un mouvement très piétiste et très caritatif, les frères musulmans à l'origine. Et attirer des Palestiniens, y compris des Palestiniens de 48, donc des Palestiniens israéliens,
vers les frères musulmans en Galilée ou ailleurs, dans les territoires donc nouvellement occupés depuis la guerre des 6 jours, c'était une façon de tirer le tapis sous les pieds des nationalistes palestiniens qui se reconnaissaient dans Arafat. En effet, donc les autorités le gouvernement israélien a joué les frères musulmans contre les nationalistes palestiniens. Ça a été une constante. Une carte politique. Voilà, et aujourd'hui encore, il le joue sur un autre mode, à savoir la division politique israélienne, qui rend impossible, puisqu'il n'y a pas de partenaire, puisqu'ils sont divisés, donc à qui Palestinienne. Pardon, j'ai dit israélienne. Oui, oui. Ah oui, excusez-moi, bien sûr, palestinienne. Donc On la les division... confond tout le temps. Oui, absolument. Il y a de quoi. Donc la division palestinienne, et il joue là-dessus, naturellement, en tirant de cette situation le fait qu'il n'y a pas de partenaire, donc il se discute avec l'un, l'autre va être en dehors de la négociation, et de toute façon il ne va pas se réconcilier, et s'ils se réconcilient, ça devient tous des terroristes. Donc c'est vraiment le choix fermé par excellence. Merci. Alors, les Palestiniens, ça n'existe pas. Ça m'a été dit il y a quelques mois à Nancy. On se fait régulièrement agresser quand on fait des actions, par exemple BDS ou autres, dans la rue. Il y a quelqu'un qui avait fait un doigt d'honneur très courtois à une de nos collègues, une jeune femme. Et heureusement pour lui, elle ne l'a pas vu, parce que je crois qu'il aurait mal fini la journée. Et donc moi j'ai discuté avec lui, parce que c'est un peu mon rôle, et son argument c'était de dire mais les Palestiniens, vous nous bassinez avec ça, ça n'existe pas, c'est des Jordaniens ou des Égyptiens, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux, de toute façon la Palestine c'est Israël. Voilà. Aujourd'hui, hein, c'est... Ah oui, ça existe encore, bien sûr. Ben, ils sont au gouvernement, hein, quand même. Enfin, au gouvernement israélien. J'avais un peu une question, j'allais dire franco-française. La question de l'antisémitisme, elle est maintenant un peu posée différemment. Depuis les attentats, je pense qu'il faut penser Mohamed Merah, 2012. Et puis, il y a eu Charlie Hebdo, mais il y a eu l'hypercacher aussi. Et est-ce que, ça j'aimerais avoir votre opinion, parce que ça peut être aussi une des explications sur lesquelles, avec laquelle on se heurte quand on diffuse des éléments où on réclame une justice pour les Palestiniens. Donc, est-ce que, à votre avis, ces événements dramatiques amènent un changement dans l'opinion publique et dans le rapport de force qu'il peut y avoir sur la question qui nous préoccupe ce soir? C'est difficile de répondre à cette question en l'absence de données d'enquête. Il faudrait, pour y répondre précisément, comparer des enquêtes et interroger les gens sur leur réaction. Est-ce que les attentats de 2015 ont modifié leur façon de voir le conflit du Proche-Orient ou non, modifié leurs opinions sur la situation israélo-palestinienne? Moi, je dirais qu'intuitivement, je ne le crois pas. Ou en tout cas, je crois que ça ne s'est produit que à la marge. Je pense que nos compatriotes sont pour l'essentiel capables de faire la différence entre État islamique, Daesh et toute cette mouvance, y compris Al-Qaïda, qui ne s'est jamais intéressé à la Palestine, jamais intéressé au conflit israélo-palestinien, qui sont nés en dehors de ce périmètre-là, qui se sont développés là-dessus. Alors évidemment, on a quelques gains à espérer dans cette mouvance quand on s'attaque à des juifs pour annexer en quelque sorte la Palestine à son combat, la mettre dans la grande besace de toutes les autres affaires. Donc en effet, ils le font, et l'école Zaratora à Toulouse, comme l'hypercacher de Vincennes, ont payé ce prix terrible. Mais enfin, je pense que c'est latéral par rapport à ces mouvements alors eux, authentiquement terroristes. Et je ne crois pas que ça ait vraiment joué de manière significative, disons,
sur les représentations du conflit israélo-palestinien. Je pense que d'une certaine manière, ça joue de façon plus significative sur les représentations de l'immigration et des demandes d'asile, des gens qui viennent de Syrie ou de la région, qui sont pointés du doigt par certains comme étant des vecteurs de terrorisme, comme cachant dans les groupes qui entrent en France des gens qui n'entrent pas pour chercher un refuge, mais au contraire pour détruire le pays. Ça, me semble-t-il, c'est plus net que ce qu'on pourrait imaginer sur le conflit israélo-palestinien. Bonsoir. D'abord, on dit que les Palestiniens n'existaient pas. Je suis là. Donc, deuxièmement, juste sans vacation, je voudrais bien votre idée. On dit Israël, c'est un pays démocratique, le droit de l'homme, le droit d'enfant, le droit de... Quel prix il va payer Ahad Tamimi à Israël? Qu'est-ce que il va être jugé? À votre avis, combien d'années il va prendre pour les gifles d'un soldat qui a essayé de tuer son frère? Quelle est votre idée? Deuxièmement, la décision de Trump, est-ce qu'on le trompe ou est-ce qu'on ne le trompe pas? Jérusalem comme capitale d'Israël. Jérusalem de 3 religions dans le monde. La Terre Sainte ne peut pas être capitale d'un État juif. Et merci. Merci. Combien est-ce que Ahad Tamimi va prendre d'années de prison? Il faut peut-être rappeler qui elle est, peut-être tout le monde ne le sait pas. Oui, donc, enfin, je suppose que c'est cette jeune femme qui a été, qui a giflé les soldats israéliens et qui appartient à une famille de résistants pacifiques qui ont décidé depuis des années de faire de l'image leur arme principale. Et pour cela, ils s'attirent évidemment la vindicte, la réprobation de tous les amis d'Israël ou supposés amis d'Israël qui tentent de la disqualifier, d'en faire une espèce d'hystérique qui se met en scène, qui veut être célèbre. Enfin, c'est pathétique de voir les efforts qui sont faits pour contester le contenu des images et tenter d'en faire une mise en scène. Enfin bon, ce sont des efforts qui sont vains. Je pense que tout le monde a vraiment bien compris de quoi il retournait. Et là, le problème surajouté qu'ont les Israéliens et leurs supposés amis français, moi je mets toujours le terme amis d'Israël entre guillemets, parce que je pense que les amis d'Israël, c'est-à-dire les gens qui soutiennent Israël dans sa politique depuis des années, sont un peu équivalents aux dealers qui baissent les prix pour vendre leur saloperie à la sortie d'un lycée et ou d'un collège, bref, qui augmentent. Ils confortent Israël dans cette position totalement sourde, aveugle à tout le reste, en disant mais vous êtes du bon côté et on vous comprend. Et ils poussent Israël au suicide, parce que sur le fond, enfin je ne l'ai pas dit dans mon laïus, mais ce dont je suis profondément convaincu depuis des années, c'est que la politique israélienne est une sorte de suicide au ralenti que l'on observe comme ça. Personne ne dit que cette histoire va se terminer bien. Peut-être que oui, peut-être pas. Si elle se termine mal, elle se terminera mal pour tout le monde, y compris évidemment pour Israël. C'est pour ça que les amis d'Israël qui l'entretiennent dans sa vocation coloniale, impériale, impérieuse, injonctive, enfin bref, tout ce qu'on peut voir là, sont vraiment pour moi de faux amis. En tout cas, ils se croient des amis, mais ils ne le sont pas. Quand moi, je ne me définis pas plus d'ailleurs comme un ennemi d'Israël, mais un adversaire politique de tous ces gens qui ne rêvent que plaie et bosse dès qu'on leur parle des Palestiniens. Bref, l'affaire Tamimi a été aggravée par le fait qu'elle a en plus plutôt une tête de Californienne que de Palestinienne selon les stéréotypes. Et c'est aussi pour ça que je disais que vous avez une tête de Juif. Quand vous regardez les deux soldats qui étaient giflés par les deux soldats israéliens, il y avait une espèce d'inversion des stéréotypes, ce qui montre que les stéréotypes ne sont que des stéréotypes. Une inversion des stéréotypes, il y avait la blonde aux yeux bleus d'un côté, et puis les bruns à la peau cuivrée, aux cheveux noirs de l'autre. C'était assez drôle comme renversement d'images et de clichés.
Et donc ça leur fait très mal, parce que du coup, même jusqu'aux États-Unis, cette affaire-là est empoisonnée pour les Israéliens. Et je pense qu'elle va leur coûter cher du point de vue de l'image qu'ils cherchent à projeter. Une jolie gamine qui, avec ses petites mains, tente de frapper ces 2 soldats surarmés, ça ne le fait pas. Comme on dit. Je veux dire, ça ne va pas du tout. Mais elle est jugée à huis clos en ce moment, et elle peut prendre jusqu'à 7-8 ans de prison, voire plus, 12 ans, je ne sais pas. Enfin, elle a 12 ou 14 chefs d'inculpation. C'est complètement délirant, mais je pense que les Israéliens se tirent une balle dans le pied. C'est une famille extrêmement déterminée, elle sera soutenue par sa famille, soutenue par tout son village. L'histoire de son village est d'ailleurs très intéressante également. Pourquoi ils sont là? Enfin, ils sont juste à côté d'une colonie qui les pique, qui pique leur eau, qui pique leur terre. Enfin, leur résistance pacifique a quelque chose de vraiment héroïque. C'est pas un terme que j'utilise de manière fréquente, mais là, je pense que c'est vraiment le cas. Et ça va être un peu comme Salah Hamouri ou comme Marwan Barghouti, une autre personnalité extrêmement importante qui sera une épine dans le pied des Israéliens. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'une campagne, si la condamnation est confirmée, une campagne internationale sera menée et qu'elle coûtera cher aux Israéliens qui déjà redoutent les effets du boycott sur leur économie, sur leur image. Eh bien là, ils n'ont qu'à bien se tenir parce que ça va être, je pense, beaucoup plus grave. Donc voilà pour ce que je peux dire de l'affaire Tamimi. Quant à Trump qui décide d'installer l'ambassade israélienne à Jérusalem, on retrouve là, si vous voulez, un schéma classique. Déjà, le Sénat américain a voté l'annexion de certains territoires. Enfin, on vote à Washington la distribution de terres au Proche-Orient comme si on était le maître du monde. Voilà, c'est ça, d'une certaine manière, on est Sykes et Picot à soi tout seul, mais maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. C'est absolument ridicule. Je pense que ça n'a pas grand effet de toute façon, que c'est pas si grave que ça. Même si le symbole est très lourd, c'est pas si grave que ça. De toute façon, qui pouvait ignorer que dans ce match, les Américains sont à la fois arbitres et joueurs? Personne. Enfin, y compris sous Clinton, qui apparaît aujourd'hui comme sympathique, vu Clinton ou Obama, qui apparaissent comme quand même beaucoup plus sympathiques que Bush et Trump. Mais même eux ont été des arbitres et des joueurs un peu moins enthousiastes à certains moments, un peu plus à d'autres, mais ils ont été des arbitres et des joueurs en même temps, donc pas du tout crédibles. Donc les États-Unis ne sont pas du tout crédibles. Ce que ça nous dit simplement, c'est que les Israéliens, la gauche officielle, la gauche parlementaire israélienne, qui apparaît souvent comme un recours, ce qu'elle n'est pas du tout à mes yeux, parce qu'elle a montré qu'elle avait totalement abandonné le combat pour la justice reconnue aux Palestiniens. D'ailleurs, la gauche ne s'appelle plus la gauche travailliste, elle s'appelle l'Union sioniste maintenant. C'est dire à quel point la classe politique israélienne a dérivé vers la droite. Mais, excusez-moi, je perds le fil. Ah oui. En fait, ce qui différencie la gauche et la droite dans le panorama politique israélien par rapport au reste, c'est que les uns ont plus envie de discuter des Palestiniens avec les Américains que les autres. Mais c'est absolument tout. C'est-à-dire, il y en a qui sont plus ouverts à parler de la question, d'autres qui considèrent qu'il n'y a rien à en dire. Mais de toute façon, parler de la question, c'est pas avec les Palestiniens, c'est avec les Américains. Et de ce point de vue-là, Trump renforce ça. Cela étant, je termine là-dessus, Trump est un homme probablement imprévisible de tous les côtés, y compris du côté israélien. Et les Israéliens pourraient avoir de très mauvaises surprises avec Trump, qui quand même a choisi comme premier entourage des espèces de néo-nazis, des antisémites vraiment rabiques, Steve Bannon et des gens comme ça. C'est un type qui est capable, devant l'histoire de Charlottesville, de renvoyer dos à dos des militants antiracistes et démocratiques et des néo-nazis,
hein, qui se baladent avec des croix gammées, qui tuent des gens, il ne voit pas de différence. Il trouve que c'est regrettable des deux côtés. Donc il a beau avoir un gendre qui porte une kippa et un ambassadeur qui est un ancien des colonies, etc. Il a aussi, d'ailleurs on voit bien hein, le rapport d'affinité entre sionisme et antisémitisme, d'une certaine manière. L'entourage de Trump le réalise, le concrétise à un point que on n'aurait pas imaginé avant lui. Mais il pourrait avoir de très mauvaises surprises, d'autant que c'est une donnée tendancielle extrêmement lourde, extrêmement forte aux États-Unis. De plus en plus de juifs américains ne veulent plus entendre parler d'Israël. C'est pour eux une source d'embarras. Ils ne comprennent pas ce qui se passe là-bas. Ils ne comprennent pas qu'en leur nom, on fasse les choses qu'on fait là-bas. Quand même. N'oublions pas que la majorité des juifs, pardon pour le lapsus, parce que c'est pas brillant de ma part, la majorité des juifs américains ont voté pour Obama et ont voté contre Trump, tout de même. Même s'il y a des secteurs plus importants qu'auparavant qui sont passés à l'extrême droite. Donc tout ça, ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour Israël et ses pseudo-amis, malgré tout. Reste à savoir dans quel terme tout ça va se jouer. Hein. C'est pas demain ou la semaine prochaine que la situation va se renverser tout de même. Donc c'est un optimisme mesuré que j'exprime là, mais tout de même un certain optimisme parce que l'Amérique est aujourd'hui le seul allié d'Israël. L'Amérique a de moins en moins intérêt à être allié d'Israël. Et il y a de plus en plus de juifs qui sont lassés de ce compagnonnage entre l'Amérique et Israël. Quant à AIPAC, qui contrôle les élections parlementaires américaines, ça c'est de notoriété publique. C'est le rêve du CRIF en France, hein, de faire la même chose que l'AIPAC, mais ils n'ont pas les moyens, parce que l'AIPAC a beaucoup d'argent. Mais l'AIPAC a de moins en moins d'argent, parce que le phénomène que je décrivais auparavant se produit. Il y a un éloignement de plus en plus net, et disons en gros, une proportion très importante et croissante des juifs de moins de 50 ans ne vont pas en Israël, ne veulent pas entendre parler d'Israël, ne veulent pas donner pour Israël, contrairement à la génération de plus de 50 ans. Tout ça, c'est statistique, naturellement, c'est des proportions, c'est pas des masses compactes. Mais donc, c'est tendanciellement très préoccupant pour les Israéliens. Voilà, exactement. Mais déjà, ils y sont allés, hein. Il y en a des... Ils sont dans des ghettos à Mahmoud. Oui, tout à fait. Tout à fait. La différence, les racismes israéliens. Oui, absolument. Absolument. Il faut prendre le micro, parce que 2400 personnes expulsées bientôt. Oui. Oui. Oui, merci pour votre présence. C'est la présentation. J'ai une question, parce que vous avez évoqué tout à l'heure le débat, la question, est-ce qu'on peut dire qu'il existe un peuple juif? Et vous l'avez un peu évacué en disant on ne peut pas vraiment répondre à cette question, parce que c'est déclaratif, c'est subjectif. Je vous relance un peu sur la question, parce qu'elle me semble importante pour comprendre le sionisme, pour comprendre Israël. Il y a quelques années, j'avais lu un bouquin d'Abraham Léon, qui était un jeune, qui était un sioniste de gauche, militant de la Shomer HaTzaïr, et qui ensuite est devenu farouchement opposé au sionisme. Et lui proposait une histoire du judaïsme au regard de l'histoire sociale économique des Juifs, donc à rebours complètement de l'histoire un peu idéalisée, mythologique, du peuple élu, du miracle juif, etc. Et lui soutenait alors il écrit avant la création d'Israël, puisqu'il n'a pas survécu à la déportation, lui soutenait qu'il y avait un peuple classe, que les Juifs constituaient un peuple classe, disséminé dans le monde, et il fondait sa critique du sionisme justement là-dessus. Donc je voulais vous relancer un petit peu là-dessus, parce que moi c'est une lecture qui m'avait bien aidé à comprendre le sionisme et à le critiquer. Et au-delà de cette question, une autre beaucoup plus rapide, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'un fait national israélien, tout en critiquant le sionisme, la politique israélienne, mais pour autant d'un fait national israélien, dès lors que 2 voire 3 générations d'Israéliens sont aujourd'hui nés là-bas.
Et je me permets juste une petite annonce en espérant que les organisateurs m'en voudront pas, mais parce que je sais qu'ici on parle de la région et tout le monde est attaché à la solidarité internationale. Il y aura samedi à Nancy un grand concert d'un groupe qui s'appelle Yorum et qui incarne musicalement la résistance des minorités en Turquie, kurdes, alévis, entre autres, et dont les membres, pour beaucoup, sont emprisonnés en Turquie. Et les membres en liberté font une tournée actuellement en Europe. Et ils seront présents à Nancy samedi prochain à partir de 15h à la salle des fêtes de Gentilly. Venez nombreux. C'est soutenu par le mouvement de la paix notamment. En fait, en parlant de cette notion de peuple juif, j'ai été assez rapide. C'est pas seulement parce que je voulais pas m'attarder à l'excès, c'est parce que, de fait, je n'ai pas grand-chose à en dire. J'ai pas grand-chose de plus à en dire. Enfin, il y a le livre célèbre qui a eu un grand succès en France de Shlomo Sand également, le peuple juif existe-t-il? Oui, c'est ça. Hein. N'existe pas, oui, c'est plus affirmatif que ça. Moi, j'aime beaucoup le travail de Shlomo Sand en général. C'est pas ce qui me convainc le plus dans cette histoire, parce que je ne crois pas du tout à l'idée de peuple essentiel, c'est-à-dire de peuple qui existe sui generis en eux-mêmes. C'est toujours une construction. Donc, à partir du moment où un chantier de construction a été entamé par certains et qu'il a connu un certain succès, malgré tout, les circonstances de l'Europe expliquent la naissance d'Israël après la guerre, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui se sont présentés, mais il y en a tout de même, et il y en a eu plus ensuite. De ce fait, il me semble que pour ceux qui en tiennent pour l'existence d'un peuple juif, il y a suffisamment d'éléments pour l'accepter. De même que la thèse contraire est défendable. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne me prononce pas. Disons, moi, à titre personnel, je ne me sens pas ressortissant d'un peuple juif. Le fait que je sois juif fait partie de toute une série de composantes de mon identité qui a par ailleurs évolué dans le temps. Donc tout ça est assez volatile, se remanie, se transforme. C'est pour ça que je ne crois pas, enfin je pense que toute tentative d'essentialisation est soit une idéologie suspecte, soit un acte de distraction et d'insuffisance de réflexion en tout cas. Mais c'est comme ça que je le vois. Alors, ça se raccorde directement à la deuxième partie de votre question. Y a-t-il une israélité? Oui, je crois que de fait, il y en a une, y compris, me semble-t-il, pour ce qu'on appelle, la façon dont les Palestiniens d'Israël se nomment, les Palestiniens de 48 ou les Israéliens arabes, enfin peu importe comment on les nomme, disons les véritables autochtones. On n'est pas palestinien en Israël de la même façon qu'on est palestinien à Gaza ou en Cisjordanie. Et d'ailleurs, on n'est pas palestinien en Cisjordanie de la même manière qu'on l'est à Gaza, parce que la vie quotidienne, la matérialité de la vie, influe sur son organisation, sur les représentations qu'on a à l'esprit, sur la manière dont on s'organise socialement, etc. Donc, oui, je pense qu'il existe, par exemple, il y a une littérature, y compris avec des auteurs palestiniens, israéliens, qui écrivent en hébreu. Il y a une israélité, il y a des composantes nationales qui se sont peu à peu construites, avec une très grande disparité, avec une mosaïque ethnique extrêmement diversifiée. Hein, parler des juifs éthiopiens, entre les Russes, alors les Russes juifs, les Russes pas juifs en plus, parce que la moitié sont des faux juifs, voire plus. Il y a même des nazis, il y a des sites nazis en Israël. C'est la seule chose qui est marrante, parce que quand même, imaginez un nazi qui se réveille au milieu des juifs, moi ça me fait toujours marrer. Je dis au moins, celui-là il cauchemarde tous les jours, ça doit être vraiment terrible pour lui. Mais au-delà de cette sinistre blague, je pense qu'il y a, oui, il y a une israélité, il y a quelque chose. Moi, j'ai travaillé dans de nombreux pays, où j'ai séjourné dans de nombreux pays dans le monde, sur les 5 continents.
Et j'ai toujours été, je suis frappé de partout par l'emprise, par l'enracinement de l'idée nationale. C'est sous des formes variées, parce qu'une nation, ça ne veut pas dire la même chose en France, au Zimbabwe, en Nouvelle-Zélande, en Israël, etc. Mais cette idée-là, c'est-à-dire l'organisation de composantes particulières, une sorte de cuisine, à tous les sens du terme, politique, mais aussi gastronomique, ça a pris. Et ça a pris en Israël comme ça a pris ailleurs, je crois. Y compris lorsque, par exemple, regardez le Pakistan. Le Pakistan est un pays fragile, un pays problématique, tout ce qu'on veut, mais c'est un pays qui a été créé exactement au même moment qu'Israël, avec finalement les mêmes résistances d'une majorité des gens qui ne voulaient pas que l'Union indienne soit fractionnée, qui ne voulaient pas un État religieusement homogène ou majoritaire. Même le fondateur du Pakistan ne voulait pas ça. Ali Jinnah n'était pas un nationaliste islamique. Et bien, peu à peu, ça a pris. Et le Pakistan est aujourd'hui une nation comme d'autres, avec la même ancienneté qu'Israël et qui s'est construite en tant que telle. Voilà, cette réponse est en écho à ce que je vous disais sur l'existence d'un peuple juif qui, pour moi, n'a pas de sens pour quiconque autre que ceux qui y croient. C'est totalement circulaire et auto-vérificateur, me semble-t-il. Je voudrais revenir sur la question de BDS, puisque vous l'avez abordé en parlant aussi de la position de la FPS par rapport à la campagne BDS. Je suis au niveau du bureau national de la FPS, je suis plus particulièrement cette campagne, donc je vais développer un tout petit peu. Je pense que la France est dans une situation particulière par rapport à cette campagne BDS. On est un des seuls pays au monde avec Israël où l'appel au boycott est criminalisé. Le fait, toute la propagande qu'il y a autour de boycott, antisémitisme, tout ça, ça a quand même une certaine prise sur la société française, quoi. Et je pense qu'au niveau de la campagne BDS, on doit faire preuve de pédagogie, quoi, si on veut que ce mouvement BDS s'élargisse en France, d'où l'idée de cibler les produits des colonies. Et je pense qu'il ne faut pas négliger le fait, si on obtenait l'interdiction des produits des colonies israéliennes en France, ça serait une grande victoire. On n'en est pas là, quoi. Une victoire, je dirais, sur le plan symbolique. Pas vrai. C'est vrai qu'économiquement, c'est pas ça qui va faire couler l'économie israélienne. Parce qu'on n'en est même pas, parce que l'Union européenne a promulgué une réglementation qui doit distinguer les produits des colonies des produits d'Israël. Ce n'est pas appliqué. Bon, on peut le voir tous les jours. Nous, on a des statistiques venant d'ONG israéliennes qui montrent qu'Israël triche, quoi. Il y a des produits qui sont à monoprix, par exemple, on a vu du vin de colonie israélienne qui est marqué vin d'Israël. Donc mais je suis d'accord, je vous rejoins aussi sur la question du boycott culturel qui est très important. Alors de ce point de vue-là, je dirais que nos amis anglo-saxons, ils ont une longueur d'avance. Si on arrivait en France à avoir des sportifs, des artistes qui s'engagent par rapport à la Palestine, je pense que ce serait un autre effet, quoi. C'est ce qui se passe dans le monde anglo-saxon, ce qui ne se passe pas chez nous. Alors il y a un volet du boycott culturel, je dis qu'il faut manier avec précaution. C'est par rapport à toutes les manifestations culturelles israéliennes en France, quoi. Je pense que, par exemple à Nancy, je sais qu'il y a un festival du film israélien. La FPS n'a jamais appelé à boycotter ce festival, parce que c'est vrai qu'au niveau du film israélien, il y a une contestation de la politique du gouvernement. Et je pense que ça serait une erreur que de boycotter n'importe quel film israélien, ne serait-ce que parce c'est vrai que les films israéliens, l'État israélien donne des subventions et tout ça. Je pense que ce n'est pas une raison suffisante pour boycotter ces films israéliens. Donc je trouve que c'est à manier avec prudence, c'est ça que je voulais dire. Mais c'est important quand même. Et universitaire aussi. On a quand même réussi en Lorraine à obtenir que l'université de Lorraine, c'était avant qu'il y ait la fusion, quoi, qu'il n'y ait pas d'accord avec le Technion, quoi. Donc, ça, c'est parce qu'il y avait la Technion France qui était venue faire de la publicité ici pour qu'il y ait un accord. Bon, on a obtenu quand même que le président de l'université fasse marche arrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'était notamment sur les armes, la recherche sur l'informatique militaire et les armes sophistiquées.
Alors, ça se termine. Non, Solange, c'est fini. Et, Yves, oui. la réponse. Oui, excusez-moi. Oui. Oh, oui. Parce qu'on est en retard, c'est pour ça. Oui. Non, mais enfin, je respecte parfaitement la position de l'AFPS, dont je suis un compagnon de route. Je ne suis pas membre, mais j'apprécie beaucoup les positions de l'AFPS. Puis d'ailleurs, enfin, des autres associations qui sont là aussi, mais bon, la vie a fait que c'était plutôt avec l'AFPS que j'ai fait beaucoup de réunions publiques, de discussions. Donc je respecte cette position, je pense que c'est en effet la bonne, qu'il faut rester ouvert là-dessus. Je reprends juste un point que vous avez évoqué. La France est l'un des seuls pays, enfin le seul pays avec Israël qui criminalise le boycott. Je crois qu'il est important de ne pas intérioriser cette notion. Non, la France n'a pas réussi, il y a des tentatives, mais ça n'est pas le cas. Donc les magistrats ne jugent pas. Donc pour des gens qui auraient un peu peur d'avoir des ennuis judiciaires, qui n'ont pas envie d'avoir une amende à payer ou de perdre du temps dans des procédures judiciaires, mais il ne faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils ont très très peu de chances de le faire. Enfin, très peu de chances de tomber là-dedans, à part cet arrêté de la Cour de cassation. Donc les juges ne condamnent pas. Et par ailleurs, pour répondre aussi aux accusations toujours pénibles de racisme, d'antisémitisme, rappelons qu'aux États-Unis, Jewish Voice for Peace, qui était la grande organisation des campus américains, enfin des étudiants juifs sur les campus américains, a mis en place la moitié des campagnes de boycott aux États-Unis, qui remportent un succès extrêmement important, et que donc Jewish Voice for Peace ne peut pas être vraiment accusé d'être antisémite. Donc des organisations qui s'identifient en tant que juives à cause de ça, sinon elles ne l'auraient pas fait, mais qui s'identifient en tant que juives à cause de ça, marquent des points, avancent sur les campus. Et par ailleurs, un certain nombre d'États américains, donc pas Washington, naturellement, parce que là, il y a le premier amendement qui est absolument intouchable, mais un certain nombre d'États américains, il y en a, je crois, une quinzaine actuellement, examinent des législations qui leur permettraient de museler les appels au boycott sous des formes détournées, comme par exemple des préjudices commerciaux ou des atteintes à certains symboles qui sont, c'est le cas du Texas par exemple en ce moment, et d'une douzaine ou d'une quinzaine d'autres États. Donc malgré tout, la France n'est pas seule dans sa tentative de museler les appels au boycott. Elle n'y arrive pas pour l'instant, c'est important de le rappeler. Aux États-Unis, où la liberté d'expression est quasi totale, tant que vous n'appelez pas à tuer quelqu'un, vous pouvez dire ce que vous voulez, eh bien, malgré tout, par des voies détournées, la pénalisation du boycott est tentée. Pour l'instant, heureusement, ils n'ont eu aucun résultat. Mais en tout cas, une offensive très importante est en cours dans ce domaine. Monsieur Broman, si vous voulez manger, il faut parler plus vite. Je veux manger. Alors, juste un mot. On a la joie, vraiment, je pèse mes mots et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'en suis content. Il m'a été rapporté qu'on avait des gens de l'association culturelle juive qui étaient avec nous ce soir. Alors, je ne sais pas qui c'est, mais je les salue très fraternellement et je les embrasse très fort. Et je suis très, très, très content qu'ils soient là. Voilà. Et évidemment, on n'a plus le droit de poser des questions, mais là, je vais faire de la discrimination positive. Si eux, ils veulent poser une question, ils sont les bienvenus. Voilà. Vous voulez pas? Bon. Tant pis. Si vous voulez vous présenter, ça nous fera plaisir quand même, hein, mais vous voulez pas. Bon, d'accord. Ils sont discrets. Donc, c'est toi qui conclus. Voilà, donc un grand merci donc, pour ce moment que nous avons partagé ensemble, pour toute prise de parole et puis donc pour les échanges au niveau de la salle. Voilà, et donc il y a des livres de M. Broman qui se trouvent là, donc nous vous invitons à y jeter un coup d'œil et à les acheter si ça vous intéresse. Et avant de nous quitter, 2 petites annonces et 2 rendez-vous de prévus. Un premier rendez-vous pour le mercredi 28 février
mercredi 28 février à 20h, ici dans le même lieu, Salif Coppens. Vous aurez l'occasion de rencontrer deux Palestiniens, donc Mourad Amro et Sherin Eitedal, qui sont deux jeunes Palestiniens de l'association Youth Against the Settlement d'Hébron. Donc en traduction, donc la jeunesse contre la colonisation. Et on va tenter d'amener des éléments de réponse par rapport à deux questions. La première, déjà, comment résister à la colonisation? Et la deuxième, comment exprimer sa solidarité avec la Palestine? Ça sera l'occasion pour eux de présenter la situation actuelle de la colonisation de la ville d'Hébron. C'est la ville où la colonisation est la plus forte et la plus violente, de parler des moyens de la résistance face à l'occupant palestinien. Et une deuxième partie du débat donc, portera sur les différentes formes concrètes. À l'occupant quoi Israélien. Moi aussi, je commence je finis par tout mélanger. Voilà. Voilà. Et donc, la deuxième partie du débat sera consacrée donc, aux différentes formes concrètes que peut prendre la solidarité avec la Palestine, et en particulièrement sur Nancy. Et aussi, on parlera beaucoup de la campagne BDS. Un second rendez-vous, cette fois beaucoup plus militant, on va dire beaucoup plus actif, c'est le samedi 24 mars, et c'est à 15h, place Maginot. Nous avons parlé précédemment de Salah Hamouri. Salah Hamouri, ça va faire bientôt 6 mois qu'il est en prison. On a parlé d'Ahed Tamimi. À l'heure actuelle, bon, ça ne paraît pas bouger beaucoup. Et on a tout de même encore donc, des centaines de prisonniers politiques palestiniens qui sont dans les geôles israéliennes. Donc ça serait une façon d'être à 15h le samedi 24 mars, place Maginot, et de manifester notre solidarité avec les prisonniers politiques palestiniens. Et ce rassemblement est appelé par le collectif pour la Palestine. Voilà, je vous remercie d'être venu puis d'avoir participé à cette soirée, et nous vous souhaitons donc un bon retour. Donc voilà, merci beaucoup.